Bonsoir à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire consacré à la psychiatrie et à la santé mentale. Je suis Betty Bramy, je suis psychiatre et je vais passer la parole dans un second temps à Jean-Claude Henrard. Jean-Claude? Oui, moi je suis professeur de santé publique à la retraite et gérontologue. Alors, on va vous présenter tous les deux notre travail. Il y a par ailleurs deux autres participants, Yannick Moreau, qui est membre du Conseil d'État, et Yves Munera, qui est médecin interniste à la retraite, et donc qui sont connectés avec nous. Donc, je commence en introduction. Vous rappelez probablement que Michel Barnier, le Premier ministre, a déclaré vouloir faire de la santé mentale une grande cause nationale pour 2025. Il a dit ça à deux reprises dans son interview sur France 2 et dans sa déclaration de politique générale. En effet, la psychiatrie française subit une énorme crise depuis plusieurs années, une crise grave, et donc le pacte civique s'est saisi de ce sujet dans un ouvrage qui est à votre disposition dès maintenant, intitulé « Psychiatrie et santé mentale, briser le silence ». Donc vous pouvez vous procurer ce document. Alors, il y a eu des transformations très positives dans la psychiatrie au XXe siècle, notamment le développement de la psychothérapie institutionnelle, l'ouverture de l'asile sur la vie grâce à la loi de sectorisation psychiatrique de 1985 et la mise en œuvre du concept de rétablissement avec le cheminement individuel des patients et leur autonomisation et leur participation active à leur parcours de soins dans un échange avec les professionnels de santé. Alors, le premier problème, c'est le déficit en ressources humaines. Ce déficit concerne toutes les professions qui participent à la prise en charge des patients, bien sûr les psychiatres, mais également les médecins somaticiens et évidemment les personnels soignants. À titre d'exemple, il y a 52% des postes de psychiatres qui sont pourvus, alors que c'était 75% il y a 20 ans. Ce déficit perturbe considérablement la prise en charge des patients, notamment quand il faut prendre une décision d'isolement et de contention. Je vous explique en un mot, s'il y a peu d'infirmières, eh bien, on sera obligé de recourir immédiatement à l'isolement et à la contention, faute de pouvoir proposer une autre prise en charge. En sous-effectif, du coup, les professionnels de santé ne se sentent pas en capacité d'effectuer une bonne prise en charge. Ils vont même jusqu'à parler de maltraitance. Et donc, ce déficit contribue, comme je vous le disais, à l'augmentation des mesures de soins en isolement et en contention. Il y a une dégradation très conséquente des conditions de travail et il y a un manque de moyens, comme je viens de vous l'indiquer, et ça a entraîné, comme un cercle vicieux, des professionnels de santé, aussi bien des psychiatres que des infirmiers, à quitter le navire. Les psychiatres sont allés dans le secteur privé et les infirmières sont parties pour faire tout à fait autre chose, alors que la demande de soins augmente très considérablement depuis le Covid. Dans le même temps, cette pénurie de personnel a contraint les centres médico-psychologiques, qui sont le pilier de la prise en charge des patients dans le secteur public, à fermer ou alors à réduire leurs horaires de fonctionnement. Par ailleurs, on a eu à fermer un grand nombre de lits de psychiatrie depuis 30 ans. La moitié des lits ont été fermés. Même si on sait que la prise en charge s'effectue en ambulatoire, l'hospitalisation reste quand même au centre de la prise en charge. Et il faut préciser que, du fait notamment de la pénurie, les conditions d'hospitalisation sont parfois indignes. Et il y a de grandes disparités territoriales dans les délais pour avoir des rendez-vous, notamment dans les CMP. Ça peut aller de 5 à 110 jours en psychiatrie. Ce qui s'ajoute à toutes ces perturbations, c'est que la santé, en général, somatique en particulier, est très mal prise en compte, et ce dont témoigne une diminution d'espérance de vie de 16 ans chez les hommes suivis pour des troubles psychiatriques et de 13 ans chez les femmes par rapport à la population générale. Et la mortalité prématurée est 4 fois plus importante. Il y a également, en dehors de ces diminutions de longévité, un moindre recours à la prévention et à des difficultés d'accès à un suivi médical et aux consultations spécialisées. Et à tous ces
problème s'ajoute le rejet par la société et la stigmatisation qui aggravent donc la situation des personnes suivies pour troubles mentaux qui sont souvent précarisées. Et on peut souligner par exemple que parmi les SDF, il y a environ 30% de gens qui ont des troubles mentaux. Et les décès par suicide restent particulièrement élevés, notamment dans les prisons, et on note une augmentation des idées suicidaires et des suicides depuis le Covid, notamment chez les jeunes de 15 à 24 ans, et en particulier chez les jeunes femmes. Alors, globalement, on peut dire que le système ne répond plus aux besoins des usagers. Les CMP ne jouent plus leur rôle de régulation. Les délais de rendez-vous s'allongent. Les soins à domicile ne sont plus rendus, ce qui nécessite le recours aux urgences psychiatriques et aux hospitalisations, sans consentement en particulier, et en augmentation régulière depuis 10 ans. L'absence d'interlocuteur pour signaler un problème psychiatrique oblige l'entourage à laisser le patient se dégrader à son domicile jusqu'au moment où l'hospitalisation doit se faire en urgence et le plus souvent sans consentement du patient. Indépendamment des personnes suivies pour des troubles mentaux, les médecins généralistes sont confrontés à de très nombreux patients présentant des troubles mentaux, dont certains relèvent d'un avis, voire d'un suivi psychiatrique, alors qu'il existe un véritable cloisonnement entre la médecine générale et les secteurs psychiatriques ou la psychiatrie en général. De plus, alors face à ces cloisonnements et aux défaillances des relations entre structures de soins, les usagers et leur entourage sont en grande difficulté. De plus, la coordination entre intervenants s'avérant si complexe, elle rend impossible la continuité des soins psychiatriques et l'accompagnement médico-social, alors même que le statut de handicapé psychique a été reconnu pour les personnes ayant des troubles mentaux au long cours. Donc la séparation du secteur sanitaire et du secteur médico-social rend les choses encore plus difficiles, et cette bascule fait perdre cette possibilité de continuité du fait du cloisonnement entre les deux secteurs. Alors, avec ce tableau très sombre, on doit quand même signaler quelques avancées. Au niveau individuel, l'évolution des usagers, en particulier depuis les années 90, avec par exemple la création de groupes d'entraide mutuelle, les GEM, où les aidants aident et sont aidés. Donc il y a vraiment une coopération mutuelle entre ceux qui sont aidés et qui aident. Et il faut signaler également la mise en œuvre d'innovations thérapeutiques avec l'apport des neurosciences et des nouvelles psychothérapies. Au niveau local, une avancée intéressante, ce sont la création de conseils locaux de santé mentale, qui est un espace unique de concertation, de coordination et de codécision entre élus locaux, psychiatres, autres médecins et l'ensemble des professionnels du secteur sanitaire, des représentants des usagers et des représentants des aidants, dans une démarche de démocratie participative qui a été développée petit à petit depuis 2002, participative et sanitaire, pour pouvoir agir sur la politique de santé mentale territoriale et promouvoir l'inclusion sociale des malades mentaux. Voilà ce qu'on peut dire un peu sur le constat et les dysfonctionnements qu'entraîne cette pénurie. Alors, maintenant, on peut passer peut-être aux propositions. Alors, face à cette situation qui est quand même assez dramatique, le Pacte civique, dans son ouvrage, propose plusieurs pistes. D'abord, la première, c'est rétablir la confiance en organisant un débat national sur la psychiatrie, des assises de la psychiatrie ou une convention citoyenne, comme ça a eu lieu, par exemple, sur la fin de vie, et surtout créer un institut national de la psychiatrie à l'instar de ce qui a été fait pour le cancer
l'Institut national du cancer, qui a donné de très bons résultats. En renforçant l'attractivité des professions de psychiatres et de soignants en psychiatrie, c'est-à-dire notamment en améliorant les conditions de travail et par exemple en définissant des normes de personnel par lit, parce qu'actuellement ça n'existe pas, et en réformant les conditions d'affectation des praticiens hospitaliers, et évidemment, ce qui n'est pas forcément facile actuellement, en augmentant les rémunérations. Mais ce qui est faisable actuellement, c'est d'améliorer les formations de tous les personnels qui travaillent en psychiatrie. La seconde piste, c'est d'améliorer la qualité de vie et des soins des patients hospitalisés en psychiatrie. Donc, il faut édicter des normes pour améliorer les conditions d'hospitalisation. Les patients en psychiatrie sont très mal pris en charge. On l'a vu sur l'espérance de vie tout à l'heure. Permettre d'avoir un maximum de visites et surtout des activités physiques et sociales qui permettent aux patients de ne pas s'ennuyer et de préparer sa sortie, et mettre en place l'ensemble des dispositifs de contrôle des mesures de privation de liberté, c'est-à-dire l'isolement et la contention, qui sont actuellement très pratiqués mais fort mal encadrés. Prévoir aussi revoir les modalités de financement des services hospitaliers. Il faut également, c'est la troisième piste, mieux informer et mieux prévenir. On propose de créer un numéro vert national dédié à la santé mentale, ce qui permettrait à chacun d'avoir toujours un interlocuteur sur n'importe quelle situation, de développer une campagne d'information grand public pour déstigmatiser les maladies mentales qui restent encore très tabous, de revoir le dispositif de prévention du suicide parce qu'on est dans des chiffres extrêmement élevés, et d'étendre l'information sur le dispositif psychiaclic.fr, qui est une aide diagnostique et thérapeutique en psychiatrie destinée à l'accompagnement de la décision des médecins généralistes pendant leur consultation. Parce que les médecins généralistes ont énormément de demandes, enfin, sont confrontés à des patients qui ont des problèmes psychiatriques et ne sont pas forcément formés à cette discipline. Alors, quatrième objectif, c'est améliorer la continuité des soins psychiatriques et la coordination avec les soins somatiques et avec l'accompagnement médico ou psychosocial. Et l'objectif, c'est de développer une prise en charge globale qui implique, comme on l'a vu un peu pour les centres locaux de santé mentale, qui implique les différents professionnels des différents secteurs, les réseaux associatifs, afin de favoriser la réponse globale et le suivi à la fois somatique et psychique. Et cela peut permettre de relever le défi qui est la diminution de l'espérance de vie des malades mentaux psychiatriques suivis au long cours par rapport à la moyenne nationale, et ça nécessite plusieurs mesures, procéder à un audit du service rendu de façon à augmenter l'efficacité en évitant les redondances, par exemple, et également de identifier les malades chroniques qui sont en ville et qui ont besoin d'hospitalisation de façon à ce qu'il y ait un certain nombre de places qui leur soient réservées en priorité. Et de créer localement, au niveau collectif, non seulement à côté des centres locaux de santé mentale ou des comités locaux de santé mentale, des instances de responsabilité et de décision partagées qui facilitent et coordination des intervenants entre santé mentale et somatique. Et au niveau individuel, là c'était au niveau d'un territoire, au niveau individuel, il est bon de créer des postes de coordonnateurs référents qui assurent un peu, qui sont les correspondants assurant le suivi et permettant, disons, la mise en œuvre de la coordination entre les différents acteurs. Enfin, il importe pour ce faire aussi d'améliorer le fonctionnement des CMP en élargissant les horaires, 7 jours sur 7, de 10 à 20 heures, et en offrant des créneaux sans rendez-vous pour les usagers qui ont besoin d'une intervention en urgence. Alors, améliorer la continuité, c'est aussi mieux prendre en charge les soins somatiques proprement dit lorsqu'il y a une hospitalisation.
dès l'admission, il faut, ou dès qu'on peut, si la personne n'est pas en état de répondre, et jusqu'à la préparation de la sortie, il faut recourir systématiquement à un praticien, somaticien, et à un assistant social pour préparer la sortie. Ça paraît très important. Et donc, il y a suffisamment de postes d'assistant social. Éventuellement, il y a différentes formules, des praticiens attachés, enfin, des praticiens qui puissent être joignables s'ils ne sont pas sur place. Et il faut établir des liens systématiques entre centres médicaux pluridisciplinaires et les psychologues et ou les psychiatres. Alors, il faut également, 5e objectif, promouvoir l'autonomisation des malades en phase de rétablissement, notamment en facilitant la généralisation des GEM, qui sont vraiment très intéressants, la participation, qui est trop rare, aux centres locaux de santé mentale, et l'extension de la pérédance, qui est une nouvelle, pas profession, mais enfin, qui permet à des malades mentaux d'aider individuellement d'autres malades mentaux. Enfin, prendre en compte la psychiatrie en milieu carcéral et le suivi à l'issue de la peine. C'est Betty qui a été un moment a suivi la privation de liberté, peut développer cette question si elle le souhaite. Moi, je ne suis pas spécialement compétent dans ce domaine, mais en tout cas, c'est très important de donner les moyens au milieu carcéral, les moyens de traitement et puis de permettre également le suivi à l'issue de la peine. Alors, tout ceci est bien beau, mais il y a un certain nombre d'obstacles qui sont assez rarement identifiés, et si on ne s'attaque pas à ces obstacles, on aura peu de chances d'avoir des solutions positives. Premier obstacle, la stigmatisation attachée aux personnes atteintes de maladies mentales, et qui, comme on l'a vu, aggrave fortement leur situation. Par exemple, difficulté d'accès à l'emploi, etc. Deuxièmement, la perte d'attractivité pour les professions relevant de la psychiatrie, donc il faut lever cet obstacle. Troisièmement, lever les querelles d'école et le corporatisme, qui n'est pas propre au secteur santé mentale, mais d'associations, syndicats professionnels et de gestionnaires, qui ne permettent pas de transcender les clivages sectoriels. Ceci est très important. La vision juridico-administrative du changement par trop normative et qui ne tient pas compte suffisamment, voire pas du tout, des réalités locales, notamment innovantes. Il y a plein d'innovations dans le domaine de la psychiatrie, de la santé mentale, comme dans d'autres domaines, et malheureusement, elles ne sont pas analysées et reprises en compte. Et enfin, les nouveaux critères d'évaluation des performances des politiques publiques, qui sont issus de l'entreprise, qui prennent le pas sur l'analyse des besoins, l'éthique des professionnels, le sens du service public, la satisfaction des usagers bénéficiaires et leur réinsertion. Trop souvent, malheureusement, ces critères prennent le pas sur tout ce que je viens de dire. Voilà. Quelle serait la mesure prioritaire pour vous? Je crois qu'il y en a deux forcément. C'est à la fois renforcer l'attractivité des professions, aussi bien psychiatres que personnels soignants qui existent, qui travaillent en psychiatrie, parce que pour justement combler le déficit dont je parlais tout à l'heure. Donc ça va ensemble. L'attractivité pour finir avec le déficit en personnel. Ben, moi, je trouve que la seconde, c'est vraiment l'absence de lien fort entre le secteur somatique et le secteur psychiatrique, d'autant que les malades mentaux, ils vivent vieux même s'ils vivent moins vieux que les autres, ils sont suivis au long cours et ils ont des maladies somatiques comme tout le monde. Ils ont souvent plusieurs maladies. Et la situation est complexe et nécessite vraiment la coordination entre le psychiatrique et le somatique. Oui, et puis il y a une question sur l'entourage, la famille considérée comme partenaire. Alors ça, c'est un problème qui est extrêmement important
parce qu'il y a encore quelques services de psychiatrie dans lesquels on considère qu'à partir du moment où le sujet est majeur, donc il a plus de 18 ans, on doit le responsabiliser. Et donc, il y a encore pas mal de services de psychiatrie qui préconisent qu'on responsabilise la personne et on ne prend pas forcément contact avec sa famille, alors qu'on sait pertinemment que notamment les schizophrènes, mais pas seulement, mais surtout les schizophrènes, en sortant de leur hospitalisation, ils vont le plus souvent aller habiter chez leurs parents. Alors ça, c'est par rapport à ce que Jean-Claude a évoqué dans sa conclusion sur les obstacles, parce que ça fait partie des obstacles, je dirais, idéologiques. Jean-Claude, quel serait le coût de ces réformes? Ça, j'ai pas la moindre idée. Ce que je peux vous dire, c'est que le coût est très considérable parce que ça représente actuellement la psychiatrie pour l'assurance maladie, c'est environ, il y a quelques années, enfin en 2020 ou 2021, je ne sais plus trop, c'était 23 milliards. Mais en revanche, le coût social, la perte de qualité de vie, la perte de productivité a amené des gens, Lady et Hall, qui ont fait une enquête en 2023 à 163 milliards. Donc le retentissement, évidemment, sur la qualité de vie, le retentissement est considérable. Et une enquête identique avait été faite en 2007 et elle portait à 109 milliards les dépenses. Donc sur les 163 milliards, les soins ne représentent que 14%. Mais je ne peux pas vous en dire plus, hein, parce que je n'ai pas de chiffrage. Mais à mon avis, on augmentera certainement le recours à l'hôpital s'il y a un meilleur suivi, si les CMP sont plus actifs, parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que paradoxalement, l'essentiel de l'argent va aux hôpitaux psychiatriques, alors que le nombre de lits a été réduit de moitié, hein, sur 20-30 ans. Alors, avec des hospitalisations évidemment de beaucoup plus courte durée, mais alors que l'essentiel des soins psychiatriques se passe dans les CMP. Donc là, il y a manifestement la réorganisation doit permettre d'être plus efficace et je dirais à somme identique, on doit avoir de meilleurs résultats. L'efficacité doit être meilleure. Alors moi, je peux répondre à la question sur l'attractivité. C'est pas forcément c'est pas un mot valide. C'est bon, concrètement, pour que des internes choisissent la psychiatrie, il faut que les conditions de travail en psychiatrie soient favorables. Actuellement, les internes en psychiatrie, ils voient la contention, l'isolement, l'absence de lit, le fait que, par exemple, on soit obligé de passer par les soins sans consentement pour faire admettre une personne, parce qu'en soins libres, on n'est pas obligé de l'admettre, alors que si la personne est en soins sans consentement, l'hôpital est obligé de le prendre. Donc, on est dans des conditions de travail, je parlais tout à l'heure de maltraitance, on n'en est pas loin. Et puis, il y a le fait que, par ailleurs, toutes les initiatives dont parlait Jean-Claude, qui sont vraiment, là, pour moi, l'avenir de la psychiatrie, sont souvent freinées, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi parce que les décideurs ne sont pas prêts à entendre les nouveautés de la discipline. Quant à la formation, bien, il faudrait déjà commencer par celle des infirmiers. De mon temps, il y avait une formation spécifique pour les infirmiers en psychiatrie qui a été arrêtée en 1992 parce qu'elle n'était pas reconnue par l'Europe. Donc, depuis 1992, on a des infirmiers qui sont ce qu'on appelle les infirmiers diplômés d'État, qui font 3 ans de formation, dont très peu d'heures de psychiatrie. Donc, nous, depuis des années, on demande le rétablissement d'une année supplémentaire, comme c'est le cas des infirmières anesthésistes, par exemple, pour que les infirmiers soient formés. Et plus on aura d'infirmiers formés, plus on aura de situations moins dramatiques, aussi bien dans le CMP que dans le secteur d'hospitalisation. Oui, et on peut aussi ajouter que dans le cadre des infirmiers de pratique avancée, on peut concevoir des infirmiers de pratique associée en psychiatrie qui feraient une année au moins de formation, etc. C'est un cadre qui peut permettre cela. Alors, qu'en est-il pour les psychologues et assistantes sociales? Les psychologues ont un rôle important de soutien aux généralistes parce que
faut bien distinguer les gens qui ont des problèmes de santé mentale passagers. On peut tous en avoir à un moment ou l'autre. Et les médecins généralistes sont un peu dépourvus. Et les psychologues, là, ont un rôle important à jouer. D'ailleurs, depuis, je ne sais plus, de 3 ans, il y a la possibilité d'avoir des séances de soutien de psychologues, 10 à 20, prescrits par les médecins généralistes. Quant aux assistants sociaux, malheureusement, il n'y en a pas partout, mais ils ont un rôle très important parce que de nombreux malades mentaux ont des problèmes sociaux, hein. Et le rôle des assistants sociaux ou des assistants sociaux, c'est essayer d'ouvrir les portes qui permettent de les résoudre. Et en particulier, dans le cadre de la continuité, il est très important de préparer la sortie de l'hôpital psychiatrique ou d'ailleurs de toute institutionnalisation. Et l'assistance sociale, là, un rôle important à jouer. Sur ce qu'a dit le Premier ministre, moi je trouve que c'est toujours encourageant quand un politique de ce niveau-là donne une impulsion sur un sujet de ce genre. Parce que c'est un sujet qui a tendance c'est un sujet triste. Voilà. Lui, il y va avec ce qu'il est, vous l'avez vu. Je ne sais pas ce qu'il fera, il ne va pas promettre beaucoup d'argent, mais il aura bien la nécessité de faire quelque chose sur telle ou telle chose. Peut-être fera-t-il quelque chose sur l'organisme national que nous avons proposé et dont je pense qu'il serait utile, parce que ça met de la continuité dans les politiques. Peut-être qu'il fera autre chose. De toutes les façons, ce qu'il dit va dans le sens de la déstigmatisation. Et rien que ça, c'est positif. Le mot déstigmatisation que nous utilisons est un mot qui n'est pas très clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les gens ne disent pas qu'ils ont un problème de santé mentale parce que c'est plus difficile de dire j'ai un problème de santé mentale, j'ai des dépressions très souvent, que de dire j'ai les os fragiles. Bon, et on part mal quand on cache les fragilités qu'on a. Et alors, du point de vue de l'emploi, la stigmatisation, c'est très mauvais. Ça veut dire que on dit ah, telle personne est malade mentale, je ne vais quand même pas l'employer chez moi. Enfin, c'est pas possible. Bon, là, la parole publique peut beaucoup. Donc, moi, je ne suis pas indifférente. Pour nous qui nous sommes intéressés à ce sujet, c'est une très bonne chose, indépendamment de ce qu'on pense des mesures par ailleurs. Sur l'errance diagnostique, ben oui, c'est très fréquent, l'errance diagnostique, parce que comme justement les gens ont peur de révéler qu'ils ont des problèmes psychiatriques ou tout au moins eux-mêmes ne se les avouent pas forcément. Donc c'est à travers finalement tout un parcours psychosomatique souvent qu'ils arrivent chez le médecin. Et donc il faut du temps pour arriver à passer au-dessus de tous ces symptômes qui sont enfin, qui n'apparaissent pas psychiatriques au tout début. Et souvent, malheureusement, c'est le manque de temps, parce qu'il y a de moins en moins de médecins, qui fait qu'on peut tout à fait passer à côté de troubles graves. Il faut prendre le temps, ce qui n'est pas toujours évident. Et deuxièmement, il faut pouvoir aussi déstigmatiser en envoyant éventuellement la personne en question, soit voir un psychologue si les troubles sont simplement de l'ordre de l'anxiété ou de la dépression, ou bien voir un psychiatre, ce qui est très difficile justement. Voilà, donc c'est ça qui pourrait permettre d'améliorer le diagnostic. Les malades sortants, on leur propose toute une palette de prise en charge. Au CMP, Oui. on propose le psychiatre, le psychologue, le psychomotricien, l'éducateur. Les groupes de parole se font essentiellement pour des patients alcooliques ou toxicomanes. En psychiatrie, ça se passe dans l'hospitalisation en psychiatrie, pendant l'hospitalisation en psychiatrie, mais pas tellement à la sortie. Oui. Je voulais juste dire, c'est vrai qu'il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui est important aussi, c'est l'augmentation assez importante de la prise de substances toxiques
et qui aussi joue un rôle important dans un certain nombre de problèmes psychiatriques et souvent qui les aggravent. Et donc là encore, il faut vraiment une prise en charge importante à la sortie de l'hospitalisation ou trouver effectivement des consultations qui permettent de prendre en charge les gens. Et c'est vraiment un problème qu'on rencontre de plus en plus fréquemment. Et il faut que le centre spécialisé ou l'addictologue soit en lien permanent avec le psychiatre. Parce que Absolument, avec le métadone. C'est aussi une condition extrêmement importante de la prise en charge, c'est qu'il justement, il n'y ait pas de barrière entre le psychiatre et le médecin généraliste ou interniste, parce que ça fait partie vraiment des choses importantes pour le suivi. Très souvent, il y a une barrière entre le monde psychiatrique et le monde somatique, et c'est très dommageable, pour toutes ces raisons. par exemple, sur les addictions, on a souvent un patient qui est suivi par un centre spécialisé et le centre spécialisé ne veut pas le prendre parce que le centre spécialisé dit qu'il est schizophrène. Et inversement, la psychiatrie dit qu'elle ne peut pas le prendre en charge parce qu'il est toxicomane. Toxicomane, Bon, ça, absolument. il faut absolument que ça s'arrête et qu'il y ait une coordination permanente entre toutes ces Voilà, spécialités. c'est ce que je dis, la coordination, c'est vraiment le B.A.B., c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, sur le Covid, comment faire de la prévention, Jean-Claude? Je dois dire que la santé scolaire est dans un état lamentable. Une baisse des effectifs considérables qui ne permet même plus de faire les examens obligatoires de par la loi. Alors donc, il faut renforcer la santé scolaire. Et puis, éventuellement, il y a quand même les centres, les comités locaux peuvent faire de la prévention parce que en santé publique, incontestablement, le milieu de la promotion de la santé s'est beaucoup développé et il y a un certain nombre de professionnels qui pourraient parfaitement organiser les rencontres avec les jeunes localement pour leur montrer, au moins les informer sur les dangers de l'addiction et sur les problèmes soulevés par la santé mentale. Alors, il y a une question sur les conditions de travail. Il faut probablement plus de ressources et des changements de pratiques. Les malades mentaux ne bloquent pas les routes avec des tracteurs ou des camions. Comment faire pression? Alors justement, c'est la question de la stigmatisation. C'est vrai que les malades mentaux et leurs proches ne font pas de manifestation pour se plaindre qu'on a supprimé des lits ou qu'on on ferme des CMP ou tout le reste. Alors la pression, elle peut venir de cette fameuse priorité nationale de 2025 et puis elle peut venir du travail que le pacte civique a fait dans ce petit document et de la pression des professionnels. Mais c'est vrai que les professionnels ne se sont pas particulièrement mobilisés toutes ces années-là. Oui, et puis en plus, il y a des hospitalisations qui sont forcées du fait du déficit des CMP et des soins de première ligne, parce que l'hospitalisation, on l'a vu, hein, quand les gens restent chez eux sans soins, eh bien, ils sont hospitalisés en dernier recours, sans leur consentement. Et ce genre de situation diminuerait s'il y avait une meilleure prise en charge en ville, enfin en ambulatoire, dans les CMP, si on faisait plus souvent appel aux psychologues, on diminuerait la charge sur l'hôpital. Et on retrouve finalement dans l'hospitalisation psychiatrique ce qu'on retrouve de façon générale dans l'hospitalisation, c'est-à-dire qu'il y a des hospitalisations forcées, faute d'organisation de soins de première ligne qui soient somatiques ou en santé mentale. Mais moi, je tiens à rappeler que 58% des personnes qui ont un problème psy consultent d'abord un généraliste. Donc c'est quand même une part considérable. Et tous les généralistes ne sont pas non plus formés de manière adéquate euh, à aborder un malade psychiatrique. Donc c'est aussi, ce serait intéressant et important qu'ils aient une formation minimum. Et Betty en parlerait plus que moi, mais dans les conditions de travail
à l'hôpital psychiatrique, il y a des mesures d'isolement et de contention qui sont prises en partie faute de personnel, mais qui également témoignent d'un certain retard dans l'évolution mentale d'un certain nombre de psychiatres. Absolument, et médecins en général. Oui, tout à fait. Alors, il y a aussi une question sur les relations entre la psychiatrie publique et le secteur privé. Alors, je ne sais pas si c'est le secteur privé de psychiatrie ou si c'est la médecine libérale. Sur la médecine libérale, Yves a déjà pas mal parlé. Sur la psychiatrie privée, il y a très, très peu de relations parce que, en général, ce ne sont pas les mêmes patients qui sont pris en charge par le secteur public et le secteur privé. Et pour information, je ne sais pas combien il y a de cliniques privées en France, il n'y en a que 7 qui prennent en charge, qui acceptent d'admettre des patients en hospitalisation sans consentement. Donc, les cliniques privées sont très à l'écart de la prise en charge hospitalière de ces patients. Yves, tu veux rajouter quelque chose sur la médecine somatique privée? Je disais simplement que c'est très compliqué de faire hospitaliser quelqu'un dans un secteur privé, et que finalement, ça se termine en règle générale, quand on a besoin d'une hospitalisation d'urgence, voilà, en contention et hospitalisation forcée, malheureusement, à cause de ça, parce qu'on n'a pas d'autre solution, souvent. Et ça, je déplore beaucoup, en particulier qu'il y ait personne qui soit capable non plus d'aller à domicile. Parce que c'est important, ce serait important de faire une réévaluation au domicile des gens qui ont des problèmes psychiatriques, et ça éviterait beaucoup d'hospitalisations. Je pense que c'est même une pièce très importante de la prise en charge. Alors, pas pour les patients psychotiques qui ne se présentaient pas à leur consultation. C'est-à-dire qu'on allait à domicile voir pourquoi ils n'étaient pas venus et éventuellement on leur faisait leur injection neuroleptique d'action prolongée. Maintenant, ça ne se fait plus. Par manque de personnel. Alors, la question sur la prescription de médicaments et la consommation de médicaments, la réponse est très simple, c'est que plus vous avez de personnel et moins vous prescrivez de médicaments. Je m'explique, quand un patient est agité, si d'abord on a perçu qu'il est en train de décompenser, on va lui proposer, si on a un personnel en nombre suffisant, on va lui proposer une activité, une promenade, d'aller fumer une cigarette dans le parc et plein d'autres choses du même genre, ou des activités physiques ou n'importe quoi. Pour les médicaments, la France est le second pays, du moins non, pas le second, le deuxième pays après les États-Unis en termes de consommation de médicaments. Alors, un des arguments avancés par l'industrie pharmaceutique, c'est que les médicaments, ça coûte pas cher en France par rapport aux pays voisins, et par conséquent, on est incité à les prescrire. Il y a certainement beaucoup de prescriptions qui sont injustifiées, quoi. Alors, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on n'a pas la consommation de drogue antalgique mortelle à un taux égal à celui des États-Unis. Ah oui. On peut revenir sur la priorité accordée par le Premier ministre, parce que quand on reprend les programmes qui ont eu du succès en France, c'est ceux qui ont été promus par le président de la République ou éventuellement un Premier ministre. Je donnerai l'exemple des handicapés et des accidents de la route. Ça a été promu par Jacques Chirac, le président de la République, et ça a eu un effet considérable parce que, de façon générale, l'ensemble du gouvernement se sent un peu obligé et l'administration se sent un peu obligée. C'est pour ça que, indépendamment des moyens financiers qui seront mis en œuvre, on peut penser que l'administration va vraiment faire porter plus d'attention à la santé mentale que par le passé. Indépendamment du problème que disait Yannick Moreau, ça va bon, vous m'avez compris, comme disait l'autre. Je crois qu'on était assez confiant dans le fait qu'on terminerait cet ouvrage, mais je crois qu'au total, ça s'est particulièrement bien passé. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que je conçois ceci
comme un travail parmi beaucoup de choses qui se font. On n'a pas parlé des associations qui font un travail très important, notamment les associations familiales, l'UNAFAM, dont a parlé le Premier ministre. Je pense que c'est encourageant pour ces associations. Ça veut dire que des gens dont ça n'est pas le métier principal se préoccupent aussi de ça et se préoccupent aussi que ça fasse partie du courant de la vie. Hein. Dans une des choses dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est très intéressante, récente et qui fonctionne bien, c'est les groupes d'entraide mutuelle où se créent des groupes de malades mentaux qui veulent se retrouver pour organiser des choses et il y a un animateur qui peut les aider. Donc, toutes ces, je ne vais pas développer, mais tout ceci va dans le sens d'une déstigmatisation et d'une palette de moyens qui est médicale, c'est certain, qui n'est pas seulement médicale. À la fin de ce travail, on voit s'ouvrir une piste avec le Premier ministre totalement inattendue, et j'ai envie de conclure sur cette note d'espoir.